disparu depuis une demi-heure. La mer est maintenant calme. Marilyn Monroe est morte. Apparemment, la mort a été causée par l'absorption d'une trop grande dose de somnifères. Une enquête a été ouverte, mais ses conclusions ne sont pas encore connues. Voici la déclaration du coroner adjoint Cronkite. D'après toutes les informations obtenues, nous pensons qu'il s'agit d'un suicide. Depuis 28 ans, de nombreuses personnes ont refusé d'accepter ce verdict officiel concernant la mort de Marilyn Monroe. Le sergent Jack Clements fut le premier officier de police sur les lieux cette nuit-là. Non, ce n'était pas un suicide. Marilyn Monroe a été bel et bien assassinée. Certains sont persuadés qu'il y a eu une dissimulation de la vérité pour des raisons politiques. Pour eux, la mort de Marilyn a été cachée durant plusieurs heures, le temps de faire disparaître de Los Angeles l'amant de Marilyn, Robert Kennedy. Il fallait éloigner Bobby de la ville, l'écarter de toute cette histoire. Le rideau tombe. La cérémonie funéraire de Marilyn Monroe est aussi brève que simple. Avec la mort de Marilyn Monroe débutait une mystérieuse énigme. Les racontars concernant ses relations avec les Kennedy attirèrent l'intérêt pernicieux de la mafia. L'enquête de la police fut conclue à la hâte. Un ami de Marilyn qui tentait d'en savoir plus fut vite dissuadé. Il y a un contrat sur vous. En ce moment, Vous feriez mieux de me croire. Croyez-moi, c'est votre intérêt. les informations concernant la mort de Marilyn Monroe furent totalement cachées par la police de Los Angeles, par le bureau du coroner de Los Angeles et par tous les dirigeants qui gouvernaient le comté à cette époque. A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Grand sénateur John Fitzgerald Kennedy. Juillet 1960, la Convention démocrate de Los Angeles. Vous devez l'admettre, dira Marilyn Monroe, John Kennedy est bien mieux que tous ces vieux croulants sans cervelle et sans charme. Quelques années plus tôt, Kennedy avait rencontré Marilyn chez la Capitol Hill. Il avait toujours voulu rencontrer cette pin-up, ce symbole sexuel qu'était Marilyn Monroe. C'était un de ses fantasmes et Peter pouvait arranger ça. La victoire de Kennedy au premier scrutin est vivement acclamée. Peter Summers, l'un des conseillers politiques de Kennedy durant cette période, s'était battu avec acharnement pour que la convention ait lieu à Los Angeles. Durant la campagne de 1960, il avait la lourde responsabilité de s'occuper des relations avec les chaînes de télévision. Summers dit qu'il connaissait déjà, comme d'autres responsables, la liaison avec Marilyn. Il sentit qu'elle se développait dans l'atmosphère frénétique qui régnait sur cette campagne présidentielle. Kennedy fut élu président. Non seulement la foule qui était par terre, remplie des militants de la campagne présidentielle de Kennedy, mais aussi les balcons étaient remplis de vedettes, de stars du spectacle. L'ambiance était très électrique. L'énergie qui circulait était peut-être plus puissante que celle de la bombe d'Hiroshima. Kennedy était si merveilleux en arrivant à la tribune, essayant à la fois de calmer l'ardeur de la foule et de la remercier. Il y avait de quoi avoir la chair de poule. C'était vraiment un moment émouvant. La nouvelle frontière dont je parle n'est pas faite de promesses, mais de défis. Elle résume non pas ce que j'entends offrir au peuple américain, mais ce que j'entends lui demander. Cette nuit-là, Marilyn Monroe était au Colisée de Los Angeles pour entendre le discours d'investiture du nouveau président. Tandis que Kennedy parlait des périls à affronter et des défis de la nouvelle frontière, Peter Summers évaluait de son côté le péril politique que pouvait représenter Marilyn. Marilyn Monroe était dans la foule avec bien d'autres stars.
Une amitié profonde se développait à ce moment-là entre elle et Jack Kennedy. Give me your help and Donnez-moi your votre aide, hand vos mains, and votre your voix. voice. À cette époque, Marilyn était libre, mais Jack Kennedy ne l'était pas. Cette attirance que tout le monde ressentait pour Jack Kennedy, je crois que lui la ressentait pour Marilyn. Marilyn avait le même charisme, elle était belle, d'un tempérament très calme. Et c'était quelqu'un qui pouvait mériter et apprécier une amitié que peut-être seul un John Kennedy pouvait lui donner. Certains des conseillers de John pensaient que l'éclat de Marilyn lui serait bénéfique, qu'il augmenterait encore ses chances d'être élu. Évidemment, l'autre analyse considérait au contraire que les chances d'être élu faibliraient, car on ne vote pas pour quelqu'un qui ignore sa femme, oublie sa famille, joue avec ce genre de valeurs. C'était très préoccupant. Marilyn en parlait très ouvertement. Le président aussi en parlait franchement. C'était vraiment préoccupant. Cette histoire aurait pu le détruire. No, 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 no. Jack Kennedy n'était encore qu'un jeune sénateur lorsqu'il se promena pour la première fois avec Marilyn Monroe sur la plage de Malibu. La presse d'Hollywood n'en parla pas. Mais maintenant, ils étaient devenus des stars, des étoiles dans le double firmament du show business et de la politique. Marilyn était dangereuse. Pat Kennedy, la sœur de Jack, se mariait avec l'acteur Peter Lawford. Voici comment le décrivait ses relations. Toujours bronzé, mal rasé, empreint de cette bienveillance particulière propre aux gens très privilégiés. Acteur de cinéma dans des films de série B, Lawford était remarqué davantage par sa courtoisie que par son talent. En 1960, à la veille de la convention démocrate, les Lawford s'installèrent dans une superbe villa de Santa Monica. Pablo, it's say here under weather report. It's say a front of warm air is moving in from Jamaica. Moderately high barometric pressure will cover the northeast and the deep south. Small danger of fruit frost. Hot and humid nights can be expected. Lawford était déterminé à compléter cette famille Kennedy qu'il avait adoptée. Le numéro 625 du bord de mer, toujours rempli d'un tas de gens du showbiz, devint le théâtre privilégié de la liaison du président avec Marilyn. Les gens couraient de tous les côtés, en maillot de bain et pieds nus. Des surfeurs se rendaient directement à la plage, d'autres invités s'allongeaient près de la piscine. Certains partaient se promener au bord de la mer. C'était très agréable. Nous étions là, assis avec le président, tous en maillot de bain. C'était un moment formidable. C'était une véritable relation, une relation sexuelle bien sûr, mais bien plus que cela. Vous comprenez? Lawford avait déclenché sans le savoir une dangereuse série d'événements. Ni Kennedy ni lui ne savaient que la villa était truffée de micros. Il y en avait absolument partout. Fred Otash, détective privé. Ils étaient placés sous les tapis, dans les chandeliers, dans les plafonds. Vous savez, il s'agit de trouver les bons emplacements. Vous devez vous introduire dans les lieux d'une manière ou d'une autre, en crochetant les serrures par exemple. En ce qui concerne le branchement de la table d'écoute, il n'y avait pas à craindre qu'elle soit repérée par les services secrets. Parce qu'à cette époque, il était possible de tirer une ligne téléphonique jusqu'à 8 km de l'endroit de location. L'équipe du détective qui s'était installée sur la plage derrière la Pacific Coast Highway était à l'affût de tous les bruits que captaient leurs micros répartis dans toute la maison. Nous captions de la musique, des conversations. Tout cela venait et repartait doucement. J'ai ensuite commencé à repérer les voix, celles qui avaient un accent de Boston et celles de Marilyn Monroe. J'ai entendu le président appeler Marilyn Monroe Marilyn, et Marilyn appelait le président Prez.
Danoff affirme maintenant qu'il fut consterné lorsqu'il sut que la cible de cette opération était le président des États-Unis lui-même. Les pas quittèrent le salon, ou ce que je pensais être le salon, et ils arrivèrent dans la chambre où un autre micro captait tout ce qui pouvait s'y passer. C'était en fait des bruits de caresses, de vêtements qu'on enlève, d'activités sexuelles dans le lit. On entendait les ressorts grincer, ce genre de choses. L'un des clients pour ces enregistrements était Joey DiMaggio, avoue Danoff, le célèbre joueur de baseball et le premier mari de Marilyn. Pour lui, l'entourage de Marilyn, qui ne comprenait que des gens riches et puissants, n'a pu qu'accélérer son délabrement psychique. Mais le véritable client de ces enregistrements semble n'avoir jamais accordé le moindre intérêt à la santé de Marilyn. Jimmy Hoffa, le dirigeant du syndicat des camionneurs. Il haïssait les Kennedy. Leurré par les histoires qui couraient concernant la maison des Lawford, ses va-et-vient incessants, l'utilisation de drogue et, au milieu de tout ça, Marilyn Monroe et le charismatique Kennedy, Hoffa fut véritablement fasciné. Les deux frères Kennedy étaient souvent invités à la maison des Lawford. Hoffa comprit vite qu'il tenait là de quoi faire éclater un scandale qui ternirait le nom des Kennedy. Le détective privé Fred Otash, qui organisa l'opération d'écoute clandestine, dit ceci à propos de son client. Hoffa, c'était la mafia. Vous ne pouvez pas être le chef du syndicat des camionneurs si la mafia ne vous soutient pas. C'est tout un ensemble obscur. I want a guy I can look up to and admire. But I don't want him to browbeat me. I want a guy who'll be sweet with me. But I don't want him to baby me either. I just gotta feel that whoever I marry has some real regard for me, aside from all that love and stuff. Le procureur général Robert Fitzgerald Kennedy arrive à Tokyo pour effectuer au Japon une visite dans le cadre du programme de Nouvelles Frontières du président Kennedy. Les ennemis politiques des Kennedy, dont Jimmy Hoffa faisait partie, réservaient une rancœur particulière à Robert Kennedy, procureur général responsable en chef de l'application des lois. Hoffa s'intéressa donc à la rumeur selon laquelle le jeune Kennedy était impliqué dans une liaison avec Marilyn Monroe. Deborah Gould, la première femme de Peter Lawford, confirme cette hypothèse. Bobby s'est entiché de Marilyn assez curieusement d'après Peter, puis une véritable liaison est née entre eux. D'après Jeanne Carmen, amie de Marilyn, Bob se mit à rendre visite à Marilyn dans son appartement d'Hollywood. Je suis allée ouvrir la porte et je me suis retrouvée en face de Bobby Kennedy. Marilyn est arrivée en courant de la salle de bain. Elle était tout à fait différente de ce que j'aurais pu imaginer. Elle portait cette robe blanche informe qu'elle adorait mettre. Elle s'est précipitée dans ses bras et ils se sont embrassés fiévreusement. Ensuite, ils se sont installés et nous avons bu du vin. Puis Marilyn m'a regardée comme ça, ce qui signifiait « Jeanne, rentre chez toi ». Et c'est ce que j'ai fait. Les soirées chez les Lawford continuaient, mais lorsque Marilyn arrivait, ce n'était plus avec le président, mais avec Robert Kennedy. Peter Dye, ami de Marilyn. Je sais qu'elle était folle de lui, car elle me l'a dit. Il la fascinait. Je crois qu'elle avait une peur bleue de lui. Il avait parfois un drôle de regard. Beaucoup de gens l'ont remarqué. Je crois que lui aussi était fou d'elle. Elle s'amusait à le taquiner, sachant tout à fait jusqu'où elle pouvait aller. Elle était adorable avec lui, finalement. Oui, c'est sûr. Elle était folle de lui. Bien avant la présidence de John Kennedy, la principale préoccupation de Robert Kennedy était déjà de détruire l'organisation du crime aux États-Unis, le MOB. Nous avons affaire de grosses organisations criminelles, comme jadis celle d'Al Capone. Robert Kennedy était le premier conseiller du comité McLean, qui, à la fin des années 50, interrogea des dirigeants de syndicats tels que Jimmy Hoffa et des gangsters tels que Sam Giancana. Le syndicat des camionneurs n'était, d'après la description de Kennedy, qu'une conspiration infernale. Hoffa et le syndicat du crime décidèrent de s'attaquer à l'image des Kennedy. Aujourd'hui, l'un de ces hommes qui ternirent le nom des Kennedy vit tranquillement à Palm Springs. Il s'intéressa de près aux relations politiques qu'avait Marilyn Monroe.
Il s'appelle Max Bloch. Il fut le premier dirigeant du syndicat des bouchers. On l'appelait Max le Boucher. Il était au courant des rendez-vous que se donnaient Marilyn Monroe et Robert Kennedy, depuis le début. Ils avaient lieu à Las Vegas, au Grand Hôtel Desertine. C'était en plein cœur du territoire du syndicat du crime. Ces rendez-vous commencèrent dès 1957. Le directeur de l'hôtel, Wilburn Clark, fut l'informateur. L'interviewé est bien Clark et non pas Bloch. Max m'a dit qu'il réserverait une chambre toutes les 2 ou 3 semaines pour plusieurs jours. Il voulait une suite, au 7e étage. Finalement, un jour où j'étais assis avec lui, Bobby est passé devant nous et a dit « Hello, Wilbur ?» J'ai répondu « Hello, Bobby. Voilà mon ami, Max Bloch. »« Oh, répondit-il, je connais Bloch, il est de New York. » Et il est reparti en courant. Je lui ai demandé où il courait comme ça et il m'a répondu « Je monte voir Marilyn. » Quelle que soit la vérité, Jimmy Hoffa était bien décidé à accumuler des informations préjudiciables à la famille Kennedy. Son enquête indiscrète ne faisait que commencer. Chuck O'Brien, enfant nourricier puis assistant de Jimmy Hoffa, affirme avoir entendu parler de la liaison entre Marilyn Monroe et Robert Kennedy dès la fin des années 50. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'autres personnes étaient au courant. Ces informations, nous les avons reçues de gens qui étaient en train de s'organiser pour se défendre contre Bobby Kennedy. J'ai l'impression que l'on déclare publiquement que je suis contrôlé par les gangsters. Il était certain que dans le climat qui régnait à cette époque, toute preuve de mauvaise moralité concernant l'irréprochable Robert Kennedy était explosive. Jimmy Hoffa était-il lui aussi au courant? Oui, je crois, il le savait. Max Bloch, premier dirigeant du syndicat des bouchers. Lorsque j'ai parlé à Jimmy de Marilyn et Bobby, voici ce qu'il m'a répondu. Ouais, je sais qu'ils s'envoient en l'air depuis un moment, tous les deux. Avez-vous dit, ce fils de pute, je vais lui briser le dos? Pas à lui, autant que je sache. C'est pas une manière de parler. À qui était ce dos, Mr. Hoffa? Ce n'était qu'une manière de parler. Hoffa voulait neutraliser Kennedy, frais de tâche. Il avait une vendetta pour lui et Kennedy en avait une pour Hoffa. No question about Hoffman. Don't you say that either. Don't you say that Vous I'm n'avez a pas dit que communist j'étais communiste. or even Vous l'avez affiliated assez with one. crié You sur said tous les that toits. enough around this country. Kennedy le haïssait, il l'a ruiné. Pour cela, il fut tué. Je crois qu'Hoffa se disait que si Bobby mourait, il paierait les fossoyeurs pour l'enterrer profondément. Vous suggérez qu'il était assis à une table éloignée et donc parlait à travers la pièce. Elfman lui dit, écoute, il n'y a qu'une solution, lui briser le cou. C'était un môme complètement pourri. Il n'avait jamais eu besoin de travailler. C'était le genre d'homme sans principe qui aurait fait n'importe quoi pour faire parler de lui ou de son frère. Il s'est servi des camionneurs pour faire élire son frère et il est devenu procureur général. Je n'ai pas de respect pour lui, ni pour sa mémoire. Publiquement, Hoffa nie avoir commandité l'espionnage de Marilyn. Mais durant l'été 1961, il convoqua le détective Fred Otash en Floride. Le motif était la campagne qu'allait mener Hoffa contre les Kennedy. Était aussi présent le spécialiste Bernie Spindle, dont la gloire venait de son habileté à écouter clandestinement n'importe qui ou n'importe quoi. Ce qu'Hoffa voulait de moi, c'était que j'aide Bernie Spindle à construire une image dévalorisante de Jack et Bobby Kennedy, grâce principalement à leur relation avec Marilyn Monroe. Mais aussi avec n'importe quelle femme qui pourrait attirer l'attention. La stratégie que nous allions appliquer reposait sur l'utilisation d'un dispositif d'écoute et d'enregistrement, et l'endroit qui convenait le mieux, c'était la maison des Lawford à Malibu. Novembre 1961, Jack Kennedy, de retour à Los Angeles, prononçait un discours sur l'extrémisme politique. Les hommes qui n'affrontent qu'à contre-cœur le danger extérieur sont convaincus que le vrai danger vient de l'intérieur. Ils regardent d'un œil méfiant leurs voisins, leurs dirigeants, ce qu'ils veulent, c'est un cow-boy. D'après les enregistrements, l'opération d'écoute clandestine de la maison Lawford marchait parfaitement. Pendant ce temps, le président continuait ses rencontres occasionnelles avec Marilyn Monroe. Le technicien John Danoff, établi dans un van à proximité de la maison, enregistrant les sons recueillis par les micros, demanda à son boss, Fred Otash, si l'idée d'espionner aussi les frères Kennedy était vraiment bonne. Il me répondit que ce que l'on ignore ne blesse pas. Alors j'ai rétorqué que je pourrais me faire tuer comme ça.
Il me redit calmement, ce que l'on ignore ne blesse pas. Tu es payé, alors tu fais ton boulot et tu la fermes. Et c'est ce que j'ai fait. Otash confirme avoir reçu des enregistrements de conversations ayant eu lieu dans la maison des Lawford. On pouvait entendre parler de Jack Kennedy, Bobby Kennedy, Marilyn et bien d'autres gens. Il y avait aussi des conversations téléphoniques avec des dates de rendez-vous, disons amoureux, entre Jack Kennedy et Marilyn Monroe, entre Jack Kennedy et d'autres personnes, entre Bobby Kennedy et Monroe, entre Bobby Kennedy et d'autres personnes, etc. Jimmy Hoffa vous a-t-il confié qu'il avait en sa possession de tels enregistrements? Oui, je le savais. Il en avait d'autres. Pensez-vous que Jimmy Hoffa ait été prêt à les utiliser contre Bobby Kennedy? Je le crois. Oui, il en était capable. Marilyn elle-même fut l'objet d'une attention de la mafia aussi imprévue que soutenue. Fin 1959, alors qu'elle était filée par 2 agents des services du procureur de la République de Los Angeles, elle sortit d'un restaurant de Sunset Boulevard en compagnie d'un jeune Italien en connexion avec la mafia. Les 2 agents les suivirent à travers Coldwater Canyon, envisageant que le jeune mafioso ait dans l'idée de compromettre Marilyn ou de lui extorquer de l'argent. Il s'avéra plus tard que Marilyn avait un autre contact avec la mafia. Johnny Rosselli, l'homme qui, à Hollywood, représentait la mafia de Chicago. Il connaissait Marilyn et savait tout ce que l'on racontait sur elle. Il travaillait pour Sam Giancano, le chef de la plus puissante famille de la mafia aux États-Unis. Sam Giancano était viscéralement opposé au frère Kennedy. Cet hôtel casino, construit sur les hauteurs rocheuses qui bordent le lac Tahoe, fut l'un des endroits où la mafia s'intéressa le plus à Marilyn Monroe. Le Cal Neva Lodge, situé sur la frontière entre la Californie et le Nevada, allait prendre une signification très importante dans les derniers mois de la vie de Marilyn. Décrit comme un lieu paradisiaque au milieu des Hautes Sierras, il attirait irrésistiblement les artistes, les passionnés d'escalade venant d'Hollywood ou de Las Vegas, et les gangsters. Frank Sinatra, qui venait d'acheter le Cole Neva, invita Marilyn Monroe ainsi que toute la distribution des Misfits pour le voir sur scène. Sinatra offrit un caniche à Marilyn. Elle l'appela Matt. Plus tard, Marilyn devait passer le dernier week-end de sa vie dans une chambre du Cole Neva, délabrée et apparemment suicidaire. C'était 2 ans plus tard. C'était l'endroit à la mode du lac Tahoe et l'endroit privilégié des joueurs de casino. C'était là que la bande se retrouvait. Il y avait Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, Peter Lawford, Joey Bishop, tous les grands joueurs du monde. C'était vraiment un lieu d'avant-garde. Parmi eux se trouvait Sam Giancano, Mo pour les intimes, chef du syndicat du crime de Chicago et cible principale dans la guerre que Kennedy menait contre le crime organisé. Il était toujours superbement habillé. Il avait beaucoup de classe, d'énormes diamants. Voulez-vous nous dire si lorsque quelqu'un s'oppose à vous, vous le bourrez dans une malle? C'est bien ce que vous faites, Mr. Giancano. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur vos activités? Vous allez rire bêtement. Je refuse de répondre, mon avocat pense que c'est pas moi qui mens. Je croyais que seules les fillettes riaient bêtement. Juillet 1961, aéroport de Chicago. Giancano est coincé avec sa compagne Phyllis McGeer par les agents du FBI. McGeer était une chanteuse. Elle faisait partie des McGeer Sisters. Elle était une amie de Marilyn Monroe. L'intention du FBI était de la questionner sur ses relations avec le chef de la mafia, après avoir éloigné d'elle Sam Giancano. L'incident provoqua une véritable explosion de haine. Il me demanda si j'allais envoyer un rapport de notre confrontation à mon boss. Bill Romer, ex-agent du FBI. Je lui demandai qui était mon boss et il me répondit John Edgar Hoover. Je lui dis que j'allais certainement lui faire un rapport, alors il cria j'encule J. Edgar Hoover. Je lui dis d'accord, je lui dirai. Il me demanda ensuite si j'allais envoyer un rapport à mon super boss. Je lui demandai qui était supposé être mon super boss. Il dit Robert Kennedy.
Je lui dis qu'en effet, il y aurait sûrement une copie pour lui, alors il cria « J'encule Robert Kennedy ». Puis il me demanda qui était mon super boss et si j'allais lui faire un rapport. Je lui ai demandé de qui il voulait parler, alors il me dit John Kennedy, le président des États-Unis. Je répondis qu'il aurait peut-être une copie, mais qu'à mon avis, John Kennedy n'avait pas de temps à perdre avec un Sam Giancano. Il me dit Romer, je pourrais vous étonner. Je connais un satané nombre de choses sur la famille Kennedy. Et Phyllis McGeer sait également un tas de choses sur eux. L'un de ces jours, Romer, je vais tout déballer. Sam Giancano avait-il quelque chose à dévoiler? Certainement, car il avait eu la même petite amie que le président, une certaine Judy Exner. Des documents du FBI montrent qu'il avait aussi parlé de mettre sur écoute le procureur général. Aujourd'hui, Phyllis McGeer dit qu'elle connaissait Marilyn plutôt bien et a été au courant de ses relations avec Jack et Robert Kennedy. Elle affirme du reste que Marilyn désirait épouser Bobby. Ce que savait Phyllis McGeer, Sam Giancano, le boss des boss de la mafia, devait certainement le savoir. Whatever happened to flipping bubblegum cards or breaking a bottle of milk and being afraid to go home? En septembre 1961, l'animateur d'une radio de Los Angeles, Tom Clay, commença à recevoir des coups de fil d'une femme qui disait s'appeler Marilyn Monroe. Whatever happened to good night stars, I love you? Ou à ceux qui voyaient une étoile Or whatever filante happened to croisent les starlight, bords star aux bright, first star I see tonight? Whatever happened to Jack Armstrong, the all-American boy? Très motivée par des discussions abordant des sujets tels que l'enfance, le mariage, les souvenirs, la femme téléphonait de plus en plus souvent à Clay. Elle semblait très seule. As the aging hand of time runs her fingers through my hair, all I can think of is whatever happened to now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. Finalement, Clay accepta de rencontrer cette femme. C'était effectivement Marilyn Monroe. Et j'ai dit, oh, je n'aurais jamais pu y croire. Quelqu'un d'aussi célèbre peut-il être aussi seul et désabusé? Elle répondit, n'avez-vous jamais été seul dans une pièce, envahi par une sensation de solitude? Oui, bien sûr, répondis-je. Et elle dit, multipliez la pièce par 40 et vous aurez une petite idée de l'étendue de ma solitude. Elle donnait l'impression d'être une petite fille perdue, comme si tout défilait doucement devant elle. Déjà, la psychiatre de Marilyn notait ses réactions dépressives ainsi que sa tendance suicidaire. Plusieurs années auparavant, elle était sortie d'une clinique psychiatrique de New York, où elle avait été soignée d'une maladie restée secrète. D'après les docteurs, Marilyn n'était pas schizophrène, mais elle décrochait, comme on dit. Marilyn disait que les docteurs et les infirmières s'étaient rués pour la regarder comme une bête curieuse. Elle avait alors écrit « Je suis enfermée avec des fous misérables. Je suis sûre de devenir folle et si je continue à vivre ce cauchemar, je vous en prie, aidez-moi. » Elle écrivait des vers qu'elle m'envoyait parfois, me demandant si elle avait du talent. Je devais les lire et les commenter. L'un de ses écrits ne faisait que 3 lignes. À l'aide, à l'aide, à l'aide, je sens palpiter la vie alors que je n'ai qu'un désir, mourir. Les amis de Marilyn se rendaient également compte que sa carrière d'actrice chancelait. Quittant la côte Est pour retrouver Hollywood, à l'aube d'une année qui devait être la dernière de sa vie, Marilyn acheta une petite maison bien différente des luxueuses demeures de Beverly Hills. Devant la porte, une inscription en latin, Cursum perficio. Je parcours ma destinée. C'était le dernier acte pour Marilyn. Peut-être l'a-t-elle senti, car elle est retournée à Hollywood pour s'en imprégner. Vous savez, avec cette sorte de panique qui vous étreint lorsque vous n'avez plus d'énergie. Marilyn faisait des essayages de costumes pour un film qui devait être le dernier de sa carrière, Something's Got to Give. Avant le début du tournage, le producteur sauva personnellement Marilyn, qui était victime d'une overdose de barbiturique. Elle était malade et paranoïaque. Le tournage fut un désastre. Elle était dans un état de désespoir contrôlé, on ne pouvait plus l'aider. Elle continuait machinalement à sortir, voir des amis, mais pendant ce temps, je suis persuadé qu'elle glissait irréversiblement vers le fond. Plaidant son état maladif, Marilyn interrompit le tournage afin de se rendre à New York pour la cérémonie d'anniversaire du président Kennedy. Devant 15 000 démocrates, elle devait chanter Happy Birthday. Elle m'appela uniquement pour me dire qu'elle avait le trac et je lui ai dit que j'avais un cadeau pour elle. Je suis allée la rejoindre et je le lui ai donné.
C'était un livre d'enfance qui s'intitulait « Le petit rien qui arrive à tout ». Je lui ai dit « Écoute cette histoire, c'est celle d'un petit moteur qui n'est pas sûr de franchir les montagnes car il n'est qu'un jouet pour enfants, mais finalement, il y arrive. » Peter Lawford plaisantera durant toute la soirée sur les retards systématiques de Marilyn. Because in the history of show business, perhaps there has been no one female who meant so much, who has done more. Mr. President, Monsieur le Président, la the late retardataire Marilyn Monroe. C'était sa dernière apparition publique. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've run, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton. We thank you so much. Everybody, happy birthday! Quelque temps plus tard, l'historien Arthur Schlesinger rencontra Marilyn lors d'une soirée. Elle était terriblement lointaine, écrivit-il ensuite. C'était comme parler à quelqu'un qui est soumis. Robert Kennedy était venu avec sa femme, mais le président était venu seul. Jackie Kennedy se promenait en Virginie. Je peux maintenant oublier la politique après avoir bénéficié de l'interprétation d'une personne aussi agréable que Marilyn. Retour à Hollywood pour le tournage du film Something's Got to Give. Tout le monde était content de voir que Marilyn voulait retravailler, sauf l'assistant réalisateur. Walter Bernstein, écrivain. Alors que tous parlaient de sa vulnérabilité, de sa fragilité, lui disait qu'elle n'en faisait qu'à sa tête. Il répétait sans cesse qu'à côté d'elle, Lucrèce Borgia était un ange. Sur 35 jours de tournage, Marilyn ne fut présente que 12 jours. Nous sentions cette dissolution progressive. C'était comme si tout devait disparaître. C'était la fin d'une époque, un peu comme la chute de l'Empire romain. Le 1er juin, jour anniversaire de ses 36 ans, Marilyn quitte le studio définitivement. Elle était allée au Dodger Stadium où l'on fêtait son anniversaire. Elle avait donné le premier coup de ballon. Et quelques semaines plus tard, elle était venue avec des photos d'elle prises durant la soirée. Je lui ai dit qu'elle avait l'air super. Elle a dit « Non, regarde les yeux, ils sont morts. » Would you have lunch with me? Les producteurs du film Something's Got to Give jugèrent que Marilyn jouait avec une lenteur qui était presque hypnotique. Le 8 juin, elle était renvoyée. Pendant ce temps, Robert Kennedy commençait à apparaître présidentiel. Comme ses ennemis le constataient avec inquiétude, la perspective de voir les Kennedy occuper la Maison-Blanche pour de longues années s'affirmait.
Les efforts pour compromettre les Kennedy s'intensifiaient. Des spécialistes essayèrent d'installer des micros dans la maison de Marilyn, espérant entendre ses rencontres avec Robert Kennedy. Arthur James, ami de Marilyn. Printemps 62, j'ai reçu un appel pour faire quitter son domicile à Marilyn, afin que des gens puissent venir et poser des micros dans leur maison, dans sa maison, afin d'accumuler les preuves contre Bobby. James dit qu'il a fait capoter le projet. Il s'agissait d'un acte criminel. Il ne voulait rien avoir à faire avec ça.